Le temps que Skynet devienne conscient, il s'était divisé en des milliers de serveurs informatiques sur toute la planète. Le jugement dernier. Le jour où l'espèce humaine a été presque totalement anéantie par les armes qu'elle avait créées pour se protéger. J'aurais dû comprendre que notre destin n'avait jamais été d'empêcher le jugement dernier. C'était seulement d'y survivre. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Bonsoir à tous. Alors salut à toi donc qui nous reçoit dans tes oreilles. C'est Cyril au micro, toujours accompagné bien sûr de Mick et de Thibaut. Salut les gars. Bonsoir. On n'est pas bien là hein. On est pas mal hein. Ouais, hein, chez Cap Digital, ouais. Qui nous fait l'amitié de nous accueillir pour la deuxième fois consécutive, pour le deuxième Trench Tech All-Star de l'histoire, pour notre deuxième anniversaire. Et oui, on a déjà 2 ans. Anniversaire. Ah oui, vous pouvez, merci. C'est aussi un petit peu grâce à vous hein, qu'on a 2 ans. Cyril, c'est là que ça me donne envie de chanter. Joyeux anniversaire, Trench Arrêtez-le. Tech. Marius fait quelque chose. Bon, alors j'avoue... Merci de m'avoir aidé sur ce coup-là. Ouais. Bon, en tout cas, moi j'avoue qu'en commentant en matière, j'aurais pu faire mieux, c'est vrai. Il y avait sans doute plus gai pour un anniversaire qu'un extrait de Terminator Judgment Day. Bon. Ouais. Bon, mais d'un autre côté, on va pas se mentir. Parce que en vrai, si je fais un sondage rapide autour de moi, quand on parle d'IA, c'est toujours la même chose fin 2024. D'un côté, on a Team techno-optimiste, techno-solutionniste, qui veulent nous faire voir dans l'utilisation de la techno quelque chose qui va répondre à tous nos maux, hein, MAUX évidemment, cette espèce d'arme censée nous protéger, si je reprends les mots MOTS cette fois-ci de Terminator, le changement climatique par exemple, les inégalités, etc. Et puis de l'autre côté, on a les techno-pessimistes forcément, qui passent eux en mode l'IA va tout casser, nos jobs d'abord, et puis elle finira par anéantir en tant qu'espèce humaine, comme dans cet extrait toujours de Terminator, le jugement dernier. De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, vendre de l'espoir ou vendre de la peur, ça fait toujours vendre. Bon, je sais pas vous, mais moi, dans les 2 cas, je suis partagé entre l'envie de frissonner ou de franchement me marrer. Alors, comme souvent, la vérité est un petit peu plus au milieu, plus équilibrée, eh bien, on a un invité dans chaque camp, forcément, voilà. Mais attention, pas n'importe qui, parce qu'on parle d'un All-Star ce soir. Donc forcément, pour un All-Star, il nous fallait des stars. Bah oui, c'est logique. Alors, ladies and gentlemen, veuillez accueillir à ma droite la championne toute catégorie de l'optimisme dans la tech, Fatih Toko. À ma gauche à présent, veuillez accueillir et faites du bruit pour le brave vengeur du clan des technocritiques, Marius Bertolucci. And last but not least, voici au centre le renard des surfaces, le pivot plus agile qu'un swing state un soir d'élection américaine, j'ai nommé Julien Pillot. Voilà, avec eux, on va parler d'IA évidemment, mais sous un angle bien précis. L'IA est-elle une force d'équilibre ou de déséquilibre ? Qu'il soit relationnel, économique, politique, géopolitique, voire métaphysique. Non, pardon, là je m'égare franchement. Si les équilibres que nous connaissons et que nous connaissions jusqu'à présent risquent d'être perturbés, de bouger, eh bien on veut savoir, pour le pire comme pour le meilleur, messieurs, dames. Alors pour commencer, Fatih, Julien et Marius auront donc chacun 3 minutes pour un pitch, pour venir nous convaincre, en 3 minutes je le redis, de leur grande idée, de leur vision sur la question ainsi posée. Puis nous en débattrons avec eux et tous ensemble, oui, tous ensemble, avec toi public aussi présent, toi qui nous as dans les oreilles un peu moins, mais n'hésite pas à aller laisser des commentaires sur les réseaux sociaux, on en tiendra compte aussi. Nous débattrons sous 2 angles. D'abord, sous un niveau micro pour comprendre si les équilibres au niveau de l'humain sont challengés. Équilibre humain, allons-nous vers un humain plutôt augmenté ou diminué? Et puis dans une deuxième séquence, nous aborderons la question sous un angle un peu plus macro sur les nouveaux équilibres géopolitiques. Allons-nous vers une société mondiale plus ou moins démocratique? Voilà. Pour vous, public dans la salle, préparez vos questions. Vous pourrez vous adresser
à nos invités, évidemment. Et vous pourrez aussi les poser en direct à nos invités, ça je viens déjà de le dire. Et préparez-vous aussi à répondre à nos questions, c'est ça que je voulais dire, parce que nous allons aussi vous interroger, vous allez voter à la fin de chaque séquence. Et puis, vous les attendez, mais si, je le sais. Vous n'avez pas osé me le dire, je le lis dans vos regards. Vous les attendez avec impatience. Nos chroniqueuses et nos chroniqueurs. Nous avons une grande partie de nos chroniqueurs ici présents ce soir et ils vous ont concocté une petite surprise. Je vous en dis pas plus. Je réserve ça pour la fin. Bon, à présent, Mick, Thibaut, je crois qu'il est l'heure de déclarer officiellement ouvert le Trench Tech All-Star numéro 2. C'est parti. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Alors c'est parti pour le grand pitch. Je rappelle le principe. Vous allez avoir chacun de vous 3 minutes et il y a un chrono qui va défiler. On sera intransigeant pour nous partager vos bonnes idées sur le thème de cet épisode. Donc, quels nouveaux équilibres à l'ère des IA. Pour une parfaite équité, on a choisi un ordre de passage par ordre alphabétique du prénom. Parce qu'on se tutoie, vous vous rappelez, dans Trench Tech, donc on s'est dit que par le prénom, c'était plus sympa. Du coup, Fatih, c'est toi qui vas ouvrir le bal. Fatih, à la ville, tu es directrice stratégie innovation numérique Data IA du groupe La Poste. Tu interviens aussi à l'ESSEC au sein de programmes de formation sur le thème des nouvelles technologies auprès des organisations. Et tu es surtout l'auteur d'un livre au titre plus qu'évocateur de ton camp, Et si la tech pouvait sauver le monde, qui est paru aux éditions de l'Aube. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Il va falloir que tu nous convainques que la tech pourrait donc sauver le monde. Est-ce que tu es prête pour nous en convaincre ? Bonsoir tout le monde. Oui, je suis prête. Je me sens toujours un peu seule dans la team techno-optimiste, mais j'assume et j'y vais. J'ai 3 minutes. On va voir mais dans au le moins public. comme ça, elle existe. Tu vois. Voilà, comme ça, elle existe. Et puis on va voir dans le public et je suis pas sûre comment que il penchera. fasse vendre, mais bon, je vends des livres, donc ça doit faire vendre un peu. Donc moi, pourquoi je suis optimiste ? C'est pas compliqué. Il y a en 2015, j'ai créé un blog qui s'appelle L'ère digitale en résumé pour résumer des livres sur le digital. Au 50e livre, je me suis arrêtée parce que j'ai commencé à faire des cauchemars la nuit. C'était cauchemardesque, vraiment dystopique, tout allait mal, c'était la catastrophe. Et moi, je me suis dit, mais je vais écrire ce 51e livre extrêmement optimiste, angélique, naïf, peu importe. Pour moi, c'est une question d'hygiène intellectuelle. Ça fait partie de l'esprit critique de se dire, on ne peut pas avoir une seule vision des choses. Donc, je suis optimiste sur la technologie. Ensuite, parce que je suis convaincue que le seul problème qu'on a avec l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, c'est ce décalage de temporalité entre une technologie qui va extrêmement vite, ça s'est encore plus accéléré avec les IA génératives ChatGPT, et puis finalement la difficulté, la capacité d'adaptation qu'on a, la difficulté de nos cerveaux, de notre politique éducative, de toutes les politiques publiques qu'on met en place, à suivre en fait cette temporalité qui va extrêmement vite. Voilà. Et donc quand on a un décalage de temporalité, la pire des choses à faire, c'est d'avoir peur et d'attendre. Ça peut être contre-productif. Donc, il faut être optimiste. On le doit au moins à nos enfants pour préparer l'avenir. Et puis, en plus, bon, on en parlera tout à l'heure avec la géopolitique. Si on commence à avoir peur et attendre, on va être encore plus distancié par le reste du monde. Et puis après, j'ai commencé à écrire ce livre en me disant, je vais être optimiste. Et ça, c'est ça un peu la surprise du livre, c'est que je ne m'attendais pas à rencontrer autant d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, d'étudiants, de professeurs, de chercheurs. J'ai fait beaucoup d'interviews et j'ai été dépassée moi-même par le nombre de solutions positives que j'ai découvert. Et donc, à la fois, je voulais diffuser des idées optimistes et à la fois, j'ai appris plein de choses. Donc, il faut que je partage ça avec vous. C'est un peu la structure de mon livre. C'est la première chose, c'est que moi, je suis métisse, franco-ivoirienne. Donc, j'ai fait le tour, je suis allée au Kenya, je suis allée en Côte d'Ivoire, je suis allée au Maroc, j'ai posé des questions. Et là, j'ai compris que déjà, être pessimiste, c'est aussi relatif. Notre vision est relative. Dans certains pays, comme les pays que je viens de vous citer, la technologie, c'est de l'espoir. C'est des capacités de rattrapage. Quand je suis allée au Maroc en mars 2023, et que j'ai entendu des gens dans les couloirs de l'African Digital Summit me dire « c'est super, ChatGPT, les IA génératives, on va pouvoir créer des publicités en 2 minutes alors que ça coûte des millions dans des sociétés auxquelles on ne peut pas faire concurrence ». Donc ça, c'est la première chose, c'est relatif. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que j'ai découvert énormément de solutions technologiques autour de l'éducation, la santé, la lutte contre les inégalités et l'environnement, c'est ce qui structure mon livre. Très rapidement, si je prends par exemple 15 secondes.
Il me reste 15 secondes. 13. 13 secondes, voilà. 11. Donc j'ai découvert énormément de solutions et j'ai découvert aussi qu'il y avait des choses qui se mettaient en place au niveau de l'éducation, qu'on avait des scientifiques, ça se dit pas, ça ne se sait pas, c'est pas visible, qui commencent à avoir... Ah mais non, mais c'est pas possible. Bon, mais je profiterai tout à l'heure. En tout cas, je pense que j'ai passé mon optimisme, mais j'ai pas développé mes arguments. On en a eu quelques-uns. Bravo. C'est un exercice extrêmement difficile et très ingrat. Je me rattraperai tout à l'heure. On est intransigeant sur les règles. Sachez-le. Alors Fatih, on a vraiment hâte de t'entendre dans un épisode qu'il faut qu'on planifie ensemble et de t'entendre très vite. Vous voyez un peu mieux ce qu'on vit au quotidien dans le studio. Impitoyable. Au passage. Alors, deuxième lettre alphabétique du prénom, Julien. Alors Julien, donc tu es docteur en économie, tu es enseignant-chercheur à l'INSEC Grande École, tu es professeur associé à l'université Paris-Saclay. Et voilà. Tes domaines d'expertise sont entre autres la concurrence, l'innovation et l'économie industrielle. Donc là, tu es censé être un peu le modéré de la bande. Et plus qu'une grande idée, tu avais envie de nous partager ce que pourrait être un futur assez peu enviable pour finalement nous réveiller autour de ce que pourrait donner la tech. Est-ce que tu es prêt pour tes 3 minutes ? Exactement. J'ai voulu identifier certains problèmes pour qu'on puisse élaborer les solutions ensemble ce soir. Tu es en train de gratter du temps, Julien. Okay. Je les connais par cœur, toutes ces techniques, ok ? C'était pour contextualiser. Donc c'est bon. 3, 2, 1, c'est parti. À toi. J'ai fait un rêve. J'ai toujours voulu commencer un discours de cette manière-là. C'était une belle journée d'automne, un petit peu comme celle qu'on est en train de vivre. Et je me lève et au saut du lit, je demande à mon robot domestique Optimus de préparer un café. Enfin, je me lève aussi vite que mes vieilles guibolles de 65 ans peuvent me porter, en fait. Par bonheur, mes hanches cybernétiques font merveille et mes soucis d'interopérabilité avec ma puce Neuralink ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Je prends ma douche, m'habille, embrasse mon épouse et là, Optimus me ramène un jus d'orange. Ne lui avais-je pas demandé un café ? Mais selon les données de ma montre Apple Watch, dont le port a été rendu obligatoire en toutes circonstances par le gouvernement, la caféine serait mauvaise pour ma santé. Tant pis, on se contentera d'un jus d'orange. Quelques minutes plus tard, mon robot-taxi Tesla demande ma destination. Au travail, lui réponds-je. Comme si j'avais le choix. D'une part, travailler est désormais obligatoire jusqu'à être frappé d'une incapacité que la tech ne saurait corriger, et d'autre part, toute déviation de routine est suspecte aux yeux de Big Brother. En bref, les questions des robots étaient devenues uniquement protocolaires, et l'humain poussait à agir de façon la plus machinale qui soit. En chemin, je contemple les rues vides. La généralisation du système de crédit social avait purgé les inadaptés. Seuls les riches pouvaient vivre dans les quartiers sécurisés où l'énergie était garantie, une rareté, depuis que nos usages numériques avaient largement dépassé nos capacités productives. Les autres survivent dans une société parallèle avec leur maigre revenu universel versé par un État soumis aux géants du numérique. En France, la devise « pour le bien de tous » avait depuis longtemps remplacé liberté, égalité, fraternité, des mots qui étaient devenus complètement vides de sens. Chemin faisant, je réalise subitement que j'ai oublié de commander mon casque de réalité virtuelle pour mes cours dans le métavers. Heureusement, je viens d'être payé en X-Coins et pourrais me faire livrer dans l'heure par Amazon qui a obtenu récemment le monopole légal de la livraison par drone. Mon robot-taxi freine brusquement, probablement un nouvel accident causé par des activistes. À l'arrêt forcé, je contemple par la fenêtre, au loin, un lanceur spatial pour Mars. Je rêve, et c'est là tout le paradoxe, d'y construire une société plus humaine. Je me suis réveillé, et n'en ai que davantage apprécié notre présent, certes imparfait, mais encore enviable relativement à cette dystopie que je viens de vous dépeindre. Or, l'erreur serait de croire que cette dystopie est l'apanage des récits de Philip K. Dick, de George Orwell, ou plus proche de nous des scénaristes de X-Files, Black Mirror, iRobot ou Ready Player One. Les jalons de ce futur sont déjà posés, et l'éthique collective dont nous saurons faire preuve, ou pas, pour orienter les usages, consommer et produire de façon plus responsable, et réguler, encadrer, voire discipliner les milieux d'affaires, s'annonce déjà décisive. C'est de cela dont il est urgent de parler, et c'est de ça dont je suis venu vous parler ce soir. Bravo. Wow, avec 30 secondes d'avance. Bravo. On rappelle ton épisode, d'ailleurs, cette année. Il est sorti cette année, en début d'année à peu près. Julien Pillot, donc Tech et économie. Je vois pas bien l'écran. Les nouveaux rapports de force. C'était le 3e épisode de cette saison 3. Vous pouvez l'écouter sur trenchtech.fr, bien sûr, et sur toutes les plateformes. Et juste, si Julien c'est le plus modéré... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si Julien c'est le plus modéré, bon, ça nous donne un petit cran de recul. En tout cas, c'est un appel à réagir. On va le prendre comme ça. Alors, 3e larron, et là je peux vous dire qu'on n'a pas été déçus, Marius, quand on a enregistré ton épisode, je m'en souviens très nettement. Donc Marius, tu es maître de conférences en sciences de gestion au sein de l'Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale et du laboratoire Sergam à Aix-Marseille Université. Tu es également secrétaire général de la Société de philosophie des sciences de gestion et l'auteur d'un livre au titre «
tout aussi évocateur que celui de Fatih, mais dans un autre registre. L'homme diminué par l'IA, qui est paru chez Herman et qui a eu le prix Jacques Ellul en 2024. Félicitations parce que tu as eu le prix entre-temps depuis qu'on t'a reçu. Alors toi, tu es clairement le plus technocritique. Tu m'avais totalement déprimé pendant l'épisode. Je me souviens très bien. On va pouvoir en reparler, en redébattre. J'en suis ravi. Donc c'est à toi de jouer maintenant. Es-tu prêt? Oui. Et ben c'est parti pour les 3 minutes. Mesdames, messieurs, si je suis le plus technocritique, ça veut dire que je suis le plus sérieux. Pourquoi? Parce que être techno-optimiste ou être technophile ou technophobe, être optimiste ou pessimiste, c'est avoir des inclinaisons, de ne pas accepter de regarder le réel immédiatement. Je suis un universitaire, je n'ai rien à prouver, si ce n'est le réel. Je n'ai que des faits, des études et des chiffres pour vous. Allons-y, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, disait que l'IA est une menace plus grande encore pour l'humanité que le réchauffement climatique. Allons-y sur le réchauffement climatique. Prenez Microsoft et Google. Ils avaient annoncé qu'ils allaient être neutres en carbone et en quelques années, ils ont augmenté leur émission CO2 de 30 et 48%. Dès qu'on parle d'IA, on n'a plus rien à faire du reste. Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, il n'y a même pas 3 semaines, il déclarait quoi? Il disait, mais écoutez, l'environnement, on n'en a rien à foutre, lançons-nous dans l'IA. Donc ces gens-là sont en train de polluer l'environnement, mais ils sont également en train de polluer nos esprits. Pourquoi? Vous avez vu la publicité de Google il n'y a pas longtemps? On voit un père de famille qui veut aider sa fille à écrire une lettre pour une sportive que la petite adore. Quelle est la publicité? Qu'est-ce que ces acteurs-là nous poussent à faire? Utilise Gemini, voyons. Utilise le ChatGPT de Google pour écrire une lettre. Ne réfléchis pas, ce serait trop difficile. Donc, sauver l'environnement avec l'IA, c'est de l'éco-blanchiment, c'est comme sauver l'environnement avec le pétrole, et sauver nos esprits avec de l'IA, c'est une pure catastrophe. Qu'est-ce qui se passe actuellement avec les IA prédictives, qui nous permettent de nous rendre accros à tout ça? 30% des adolescents aux États-Unis sont quasiment constamment connectés aux réseaux sociaux. En 20 ans, on est passé de 2h30 à 48 minutes de relations amicales. Entre 2009 et 2021, on est passé de 26 à 44% d'adolescents qui se considèrent dans un état de dépression absolue. Il n'y a pas de doute là-dessus. On a des 1000 articles académiques pour montrer que le problème, c'est les réseaux sociaux, c'est l'IA prédictive qui vous comprend mieux que vous-même. Et là, on est en train de rentrer dans autre chose désormais. L'IA interactive, avec une voix comme celle de GPT-4, désormais on va avoir des relations amoureuses avec tout ça. Alors je sais, j'entends certains en train de me dire, oui, mais quand même, l'IA, c'est un outil, ça dépend de comment on l'utilise. Depuis quand? Depuis quand c'est neutre? Depuis quand c'est un moyen? Vous foutez de la gueule du monde pour la plupart sur ces matières-là. Pourquoi Hannah Arendt existe? Pourquoi Heidegger existe? Pourquoi Ellul? Pourquoi tout ça? Si on en est encore à des lapalissades aussi catastrophiques. Un point tout de même, parce que c'est le jour qui nous pousse à dire ça, parler de la démocratie. On a quand même manipulé les élections du Brexit et de Trump de 2016, on verra pour celle-ci, mais on voit toujours qu'après coup, grâce à de l'IA. L'entreprise Cambridge Analytica est intervenue dans 200 élections dans ce bas monde. Donc la démocratie, dégagée. Les relations humaines, dégagées. La santé mentale, dégagée. L'environnement, également. Mais de quoi on parle? De quoi on parle? Vous allez me dire que ça dépend encore une fois de l'utilisation, mais l'IA implique son utilisation. Car lorsque vous l'utilisez, vous êtes un utilisateur, vous êtes accaparé dans le système technicien. 20 secondes. Mais écoutez, je terminerai avec ça. Mesdames et messieurs, les auteurs que j'ai pu citer il y a quelques instants nous aident à penser, nous aident à combattre. Et là, nous sommes face à un monstre. Et donc, je crois que oui, il faudra de la violence. Je vous remercie. Voilà, alors si vous n'en avez pas eu assez, voilà. il y a l'épisode de Marius, il fait 1 heure. C'est comme ça, c'est pendant magique. 1 heure. Donc épisode de Marius, effectivement, que vous retrouvez sur toutes les plateformes, qui s'appelait IA ou le syndrome de l'homme diminué. Bon, si vous n'êtes pas assez déprimé, on va pouvoir passer maintenant au grand débat avec ces 3 pitchs. Merci, vous nous avez tous les 3 donné des bonnes idées qu'on va pouvoir creuser ensemble sur le grand débat. French Tech, esprit critique pour Tech Critique. Nous sommes réunis ce soir pour nous interroger sur les nouveaux équilibres de l'IA, pour les modifier, provoquer, disrupter, si j'ose dire encore. Alors clairement, soyons honnêtes, nous ne sommes pas passés en revue tous les sujets et on ne va pas le faire parce qu'on n'aura pas le temps. Pourtant, on en a sorti quand même pas mal. Donc, dans une première partie de débat, nous avons choisi de commencer par ce qui nous touche plus directement, le plus intime, l'humain. Comment est-ce qu'on gère ça au niveau humain? Et pour respirer après le pitch de Marius, je vous propose de commencer le débat et de commencer avec toi, Fatih, si tu le veux bien, avec ma première question. L'IA nous conduit-elle plus vers un humain augmenté ou diminué? Et pourquoi? Je ne vais pas vous surprendre, je vais dire forcément un humain augmenté. Voilà. Et je vois que j'avais quand même raison parce que je suis
quand même un peu toute seule du côté optimiste. C'est un humain augmenté. De toute façon, on a toujours été augmenté. Toute l'histoire de l'humanité, ça a été d'utiliser des outils, d'utiliser des technologies, d'utiliser des sciences pour être augmenté. Donc moi, j'ai pas du tout peur que l'humain soit diminué. Après, évidemment, j'ai quelques limites. Aujourd'hui, par exemple, en ce moment, vraiment la frontière de mon optimisme, c'est la frontière entre la réalité et le virtuel. C'est vrai qu'il faut faire attention, il faut protéger les jeunes, il faut se protéger parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus où est la limite et où est la vraie vérité. Mais je pense quand même qu'on est assez intelligent, on a un esprit de survie et on est dans une société, ça tombe bien, on est dans une transition en ce moment où on se pose les bonnes questions. Je ne vois pas pourquoi l'humain laisserait diminuer par des machines, par des algorithmes qu'il a lui-même créés. Donc moi, je ne suis pas du tout, je pense pas du tout qu'il y ait une super intelligence, une machine qu'on va créer qui va nous dépasser. J'y crois pas du tout. Fatih, juste peut-être pour comprendre, l'humain augmenté dans quel registre? Augmenté par quoi? Ou en tout cas pour faire quoi? Parce que autant l'humain diminué, si tu veux, on comprend bien, notamment à travers le pitch de Marius, diminué parce que très dépendant, etc. Mais il serait augmenté par quoi concrètement? Toi qui as plein d'exemples à nous donner, est-ce que tu peux nous en partager au moins un pour qu'on comprenne? Déjà, tous les exemples dont je parle dans mon livre, par exemple sur la santé, je pense que la santé c'est extrêmement important. Je prends des exemples, j'ai interrogé des entrepreneurs, des entrepreneuses, notamment une entrepreneuse sur la partie médicale qui nous explique comment tout le retard qu'on a eu par exemple sur une maladie comme l'endométriose qui a été invisibilisée, comment grâce à l'analyse des images médicales on va pouvoir détecter des lésions et gagner, rattraper les dizaines d'années qu'on a perdues là-dessus. Je peux aussi parler de tout ce qui est l'environnement. On est aussi augmenté sur l'environnement, ce qui montre la dualité quand même du sujet. On a l'impression que l'IA n'est pas frugale et qu'elle tue l'écologie, mais quelque part aussi ça aide avec des algorithmes qui vont permettre de projeter des scénarios sur le climat, pouvoir permettre à des États de faire des scénarios de mitigation, d'adaptation. Aussi beaucoup de sujets, on parle des IA génératives en disant c'est la fin du monde, l'IA générative c'est la fin de la créativité de l'humain, mais moi j'ai interrogé des entrepreneurs, des entrepreneuses qui m'ont bien expliqué par exemple que grâce à ces IA génératives on va pouvoir faire de gros progrès en termes d'éducation des personnes handicapées. Vous imaginez quelqu'un par exemple qui est malvoyant et qui se retrouve face à un contenu qui va pouvoir interroger, avec qui va pouvoir interagir, avoir une conversation, du multimodal des IA génératives qui va pouvoir lui expliquer les contenus en temps réel et lui permettre de lui parler avec la voix, de pouvoir interroger ces contenus-là. Donc il y a énormément de possibilités. J'ai aussi, comme je disais tout à l'heure, été dans des pays émergents et je me suis rendu compte aussi que ça permet beaucoup de croissance durable, notamment avec l'agriculture de précision, la data qui permet d'avoir une meilleure productivité sur ces parcelles et de faire des économies d'eau également en termes d'agriculture. Donc il y a énormément de potentiel. Donc ça peut nous augmenter sur le plan du travail, ça peut nous augmenter sur le plan de la créativité. Et c'est un peu le sujet des IA génératives depuis l'année dernière. On peut être beaucoup plus créatif et c'est là que ça nous a fait un peu peur. Et je pense que c'est là aussi qu'on est plus pessimiste depuis 1 ou 2 ans parce qu'on se rend compte que on se disait finalement l'IA c'est de l'industrie, c'est de l'économie, ça augmente surtout le travail. Et là on voit des IA génératives arriver et finalement qui remettent en cause notre capacité à créer et à faire des contenus artistiques. Si je peux me permettre de recentrer le débat sur l'humain puisqu'on est sur le micro, donc on comprend bien qu'il y a beaucoup d'usages autour de l'intelligence artificielle qui va nous permettre d'augmenter l'humain. Mais du coup, ce qui m'interroge, et si je me permets de me tourner vers Julien, c'est si on essaie de travailler cette IA augmentée, qu'est-ce que c'est comme apport économique qu'on pourrait essayer de trouver en termes individuels plus que collectifs? Waouh, j'ai 3 heures. Non, mais je voudrais juste revenir sur un point en arrière. Moi, je suis économiste et je m'intéresse évidemment à des choses qui renvoient à des chiffres, des productivités et des bilans entre ce qu'on gagne d'un côté et ce qui est sacrifié de l'autre pour qu'on fasse des gains. Je voudrais quand même, si on parle d'humain augmenté ou humain diminué, j'ai du mal moi avec ces définitions-là. Mais par contre, je me souviens aussi que je suis professeur. Et donc, j'aime bien me rappeler de l'apprentissage et le désapprentissage. Tout à l'heure, pas plus tard qu'il y a 2 heures de cela, je fais partie de ces gens qui payent encore en liquide.
quand ils peuvent le faire, je paye encore en liquide. Je suis allé acheter quelque chose qui vous coûtait 8,90 €. J'ai tendu un billet de 10 € et j'ai vu la personne en face de moi être en panique pour me rendre la monnaie. Parce que 8,90 € pour aller à 10, c'est extrêmement compliqué. Ça fait 14 €, non? Ouais, c'est à peu près un truc comme ça, quoi. Non, mais j'ai des étudiants en école de commerce qui pourraient être aussi dans la même difficulté, en fait, pour faire un calcul aussi simple que celui-ci. Pourquoi ? Parce que bien avant l'intelligence artificielle, on a une technologie qu'on appelle la calculatrice, qui a été mise entre toutes les mains, et en étant mise entre toutes les mains de façon complètement démocratique, avec des coûts d'entrée qui sont extrêmement faibles, en vérité, on a désappris à faire du calcul mental. Si ce désapprentissage du calcul mental permet de libérer du temps de cerveau disponible pour faire d'autres choses nettement plus utiles que quelque chose qui a été délégué à la machine, j'ai envie de dire oui, c'est super. Mais si ce temps de désapprentissage n'a pas été mis à profit pour créer quelque chose de positif qui contribue au progrès de la collectivité ou de la productivité individuelle pour avoir une meilleure carrière que finir caissier à l'endroit où j'ai acheté mon objet tout à l'heure, bah en vérité, peut-être qu'on n'a pas tout compris à l'affaire, quoi. Et justement, Julien, puisqu'on parle de gains de productivité, est-ce que ça dégage et comment on réalloue ce temps-là ? Toi qui es économiste et qui as donc une vision aussi historique de la chose, par le passé, ces gains de productivité et ce temps de cerveau disponible dont tu parles, il a été réalloué à quoi ? À des tâches plus nobles, à plus forte valeur ajoutée, ou on a rajouté des tâches routinières ? Bah en vérité, il faudrait faire une étude casuistique. Tous les cas sont dans la nature et en vérité, ce qui est valable dans un secteur n'est pas forcément valable dans l'autre et une réalité sectorielle en vaut pas forcément une autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour l'instant, les gains de productivité liés à l'IA, on a du mal à les mesurer. Mais j'ai envie de dire, les gains de productivité liés au numérique, on a du mal à les mesurer aussi au niveau macroéconomique. Pourquoi ? Parce qu'avec le numérique qui devait libérer tout un tas de productivité en automatisant plein de tâches, en permettant de réallouer du temps qui était économisé par la mise en place de certains services digitalisés au service de l'humain dans les entreprises, etc., on a créer des mécanismes de contrôle, des surcouches techniques de contrôle qui sont venus un petit peu gréver les gains de productivité qui étaient espérés au départ. Et puis parce que la technologie est très souvent survendue dans ses capacités réelles. On nous dit, messieurs, dames, achetez cette technologie, vous allez voir, vous allez avoir des super gains de productivité et du coup, vos employés, vous pourrez soit les virer, soit les déployer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Mais on se rend compte que ça se passe rarement comme ça, en fait. Parce que entre ce que promettent les promoteurs des technologies et ce que la technologie permet de réaliser, surtout en phase d'amorçage, de déploiement de la technologie, il y a souvent même pas un monde, un univers en fait. Et puis parce qu'en fait, la société et l'économie, que ce soit l'économie ou le droit, ne permettent pas tout. Je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde. Des avions de ligne. Les avions de ligne, ça fait très longtemps qu'on a des technologies qui permettent d'en faire un pilotage automatique, y compris pour faire atterrir et décoller un avion, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout automatisé ? Déjà, pour plein de raisons. La première, c'est que les compagnies aériennes se rendent compte que dire qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, sinon un algorithme ou une machine, ça risque de gréver un petit peu leur performance commerciale, parce qu'en vérité, on aime tous avoir un pilote bien humain dans un avion. D'une part. D'autre part, parce que le droit ne le permet pas. Le droit est dit, selon la distance qu'il y a à parcourir entre un point A et un point B, il faut qu'il y ait 2 ou 3 personnes en capacité de pouvoir piloter. C'est des mauvais arguments, parce qu'un argument, c'est rassurer sur un truc non rationnel, et l'autre... Pas que pour du protectionnisme, c'est aussi pour un principe de précaution. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'entre-temps, alors qu'on a une technologie qui pourrait permettre de faire voler quasiment tous les avions de façon automatique, entre-temps, avant le Covid, on avait un doublement du trafic aérien tous les 10 ans. Ce qui veut dire qu'il n'y a jamais eu autant d'avions qui décollent et qui atterrissent, et il n'y a jamais eu autant de pilotes de ligne embauchés dans le monde, en fait. Donc, là, alors qu'on a une technologie qui pourrait remplacer les pilotes de ligne, on se rend compte qu'il y a des forces finalement de rappel dans la société qui sont soit économiques, qui sont soit légales, qui peuvent aussi être sociétales, parce que de temps en temps, on n'a juste pas envie d'avoir des rapports à des machines, on a envie d'avoir des rapports à des humains, qui font qu'en vérité, entre ce que la technologie peut permettre comme gain de productivité ou la crainte qu'on peut avoir vis-à-vis du remplacement de l'humain par la machine dans tout un tas de métiers, ça ne va pas se passer exactement tel qu'on l'avait imaginé. Ce que tu nous dis, c'est qu'il faut l'apprécier de manière systémique, finalement. Fatih, tu souhaites réagir très rapidement, parce que le temps tourne vite. D'une phrase, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais tout ce que tu viens de dire, c'est l'humain qu'on est en train de remettre en cause. C'est notre incapacité à anticiper, à mettre en place des stratégies
au sein de l'entreprise ou au sein de l'État, enfin tout ce que tu veux de politique publique. Donc finalement, tu n'es pas si loin que moi. Effectivement, c'est compliqué, l'IA, mais quand on regarde tout ce que tu viens de dire, par exemple, utiliser la technologie pour contrôler, pour faire des reportings dans les entreprises, c'est qui le responsable? C'est nous. Donc on en revient à l'usage. Alors justement, moi j'aimerais bien entendre Marius qui a pris énormément de notes. Marius, on a fait référence à des précédentes technologies et à chaque arrivée technologique, on a peur d'y perdre des compétences. Moi j'ai une photo que j'utilise hyper souvent qui est la manifestation des profs de maths en 1960 à l'arrivée de la calculatrice. Tu copie-colles la photo sur la manif qu'il y a eu des scénaristes de Netflix, notamment à Hollywood, c'est la même. À chaque fois qu'une technologie arrive, il y a cette peur-là. Pourquoi l'IA devrait réellement nous inquiéter plus que la calculette, plus que Uber ou plus que d'autres technologies numériques? Vu que j'ai un peu plus de temps, je peux réagir sur un... attention, et tu gardes pas tout le temps restant. Avant que j'ai pris la parole tout à l'heure, tu disais que je t'avais beaucoup inquiété pendant l'épisode. Je suis rassuré de voir que tu te portes pas si mal, mon cher Mick. Je soigne ma santé mentale, c'est pour ça. Je pourrais faire une petite blague en disant, vu le niveau de mathématiques de notre jeunesse, ils avaient eu raison, ces pauvres profs, mais je vais être sur les chiffres et les études, et pas simplement sur une analogie par rapport au passé. Souvent, c'est l'argument qu'on nous sort. Oui, les gens ont eu peur, ils ont eu tort d'avoir peur. Je vous rappelle qu'en 150 ans de société industrielle, on est en train de détruire les possibilités de la vie humaine. Donc bon, on a eu raison d'avoir peur. Et quand vous avez peur au XVIIIe siècle, parce que c'est dans le siècle des Lumières que la société industrielle débarquait, vous avez eu raison d'avoir peur. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'homme avec un grand H, c'est la civilisation des Lumières. Et sur cette question d'homme diminué, on a assez d'études pour montrer l'effondrement de la lecture. Et la lecture... c'est la culture, c'est l'histoire, c'est les valeurs, c'est notre héritage. Et donc, comme ça, tout ça se casse la gueule, eh bien, le président de la République a raison de parler de décivilisation. Parce que la civilisation des Lumières, ça passe par la lecture. C'est aussi simple que ça. Alors, je reviens sur quelques petits points. Il y a quand même un point, à chaque fois qu'on parle d'IA, on parle de la santé. Et on a raison de parler de la santé. Je suis ravi si on peut me soigner un cancer. Mais si le cancer, on l'a prévu 10 ans à l'avance parce qu'on a absorbé toutes mes données, on sait tout de moi, on sait à quoi je pense, on sait avec qui je couche, avec qui j'ai envie de coucher, etc. Bon. Si, avec des IA génératives, on est capable de soigner ce cancer également, c'est merveilleux. Sauf que la même IA générative, elle permet de créer des molécules chimiques dangereuses pour l'humanité en un week-end, bien plus que ce qu'on a actuellement. C'est des études qui sont faites simplement, ça. Et si ce monde d'IA détruit la démocratie, détruit les relations humaines, et la liste est extrêmement longue, et ben laissez-moi ce putain de cancer. Pourquoi je vous dis ça? C'est quoi? C'est le prix à payer? Exactement. C'est la deuxième phase de la médaille? C'est le prix à payer. Le prix à payer est beaucoup trop lourd. C'est aussi simple que ça. Et puis, pourquoi la santé? Parce que la seule valeur qui nous reste aujourd'hui, c'est le bien-être. On n'a plus que ça. Pourquoi on est prêt à vivre? Pourquoi on est prêt à mourir? Plus rien. Donc nous sommes un peu dans la situation de... là, Marius, nous, notre société occidentale, en tout cas. Alors oui, mais... C'est pas vrai partout, culturellement. Ouais, la plupart, justement, on a évoqué le cas de pays africains, parce que souvent, je connais pas du tout ce continent, mais si on prend le cas de la Chine, c'est un pays qui s'est occidentalisé à mort. Voilà pourquoi en 2100, les Chinois ont une population divisée par 2, comme quasiment tous les pays occidentaux, parce qu'on fait plus d'enfants, parce qu'il faut une raison de faire des enfants. Et la société technicienne ne donne pas envie de cela. Justement, Marius, parce que le compteur défile, oui. Une question quand même, puisqu'on est sur l'humain, on est sur l'intime. Oui. Votre avis à tous les trois très rapidement sur la relation à soi et sur la relation aux autres. Est-ce que l'IA va nous permettre d'améliorer notre relation à nous-mêmes et la relation aux autres? Est-ce que ça va être du lien social supplémentaire ou du lien social détruit? Lien social, il suffit de voir, je donnais quelques chiffres tout à l'heure sur les fondements des relations amoureuses, les relations amicales chez les plus jeunes, mais également une étude de l'INSEE récemment qui montrait que chez les couples de moins de 35 ans qui vivent ensemble, effondrement des relations sexuelles également. Donc la relation au corps à l'autre, c'est en train de disparaître tout ça. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est pour ça que j'ai marqué le terme humiliation, c'est le fait qu'une machine soit capable de produire de la pensée, produire de la créativité, produire de la philosophie, produire du beau. C'est une humiliation pour produire du langage, car on pensait qu'on était la seule entité dans ce bas monde à être intelligente et puis surtout être capable de ça. Donc c'est une humiliation pour la personne. Moi, je pense quand même qu'il y a des biais, parce que quand tu dis la technologie, c'est l'effondrement des relations amoureuses, aujourd'hui, il y a plus de 40% de gens qui se rencontrent sur les réseaux sociaux ou sur des applications mobiles. Est-ce qu'ils sont plus malheureux que les autres? Je ne sais pas. Oui, une étude l'a montré. Si j'ai une étude là-dessus. Enfin, on n'a pas attendu les réseaux sociaux, on n'a pas attendu les applications mobiles pour avoir le taux de divorce, le taux de séparation qu'on a eu. On n'a pas attendu ça. Donc ça, c'est déjà... Je trouve quand même qu'il y a beaucoup de biais. Tout à l'heure, quand tu disais aussi la civilisation, c'est la lecture. La civilisation, c'est la lecture.
Je ne suis pas sûre. On a commencé toute notre civilisation sans forcément savoir lire. Et aujourd'hui, on est sur un podcast. Il y a plein d'autres manières d'apprendre. Il y a plein d'autres manières de lire. Donc, il faut quand même faire attention à cette vision un peu c'était mieux avant. Moi, j'ai beaucoup lu Michel Serres et ça m'a beaucoup justement donné ce côté optimiste. On va s'entendre. Voilà. Fatih, Donc, ouais. Michel Serres a écrit Petite Poussette et c'est ce que j'ai envie qu'on retienne ce soir où il a dit il faut aider la jeunesse à réinventer le monde dans lequel ils évoluent. C'est la première chose. Et Michel Serres a dit, j'ai regardé les actualités pendant 10 ans, j'en étais déprimée, il n'y avait que des choses déprimantes et j'avais juste envie de quitter ce monde. Et puis un matin, je me suis réveillée, j'ai entendu, ça y est, c'est la fin des 30 glorieuses. Et là, il s'est dit, là, il y a un problème. Donc il faut aussi relativiser, il faut faire attention. Notre cerveau est fait pour garder le côté négatif et on a un côté passéiste qui est lié aussi à notre structure démographique, à la place qu'on a un peu dans le monde. Il faut faire très attention. Moi, dire que la civilisation, c'est la lecture. La civilisation, c'est peut-être... Civilisation des Lumières. Oui, la civilisation, Donc là, ça va Attends. peut-être devenir ChatGPT, ça va peut-être devenir la manière dont on va apprendre à nos enfants à utiliser cet outil-là. Merci Fatih, on Ouais, va on rester va passer sur la ce- parole à Julien. Non, Julien, Et juste, pour- Marius, tu vois, en creux, puisque Fatih est fan de Michel Serres, elle vient juste de te traiter de vieux papa ronchon. J'ai posé la Voilà. question à Michel Serres. Attendez, j'en profite que, comme Michel Serres est venu à Aix-en-Provence présenter Petite Poussette, je lui oppose Jacques Ellul, je lui oppose Hannah Arendt, etc. La seule réponse qu'il a pu me faire, cet homme-là, c'était si vous prenez un couteau, on peut couper sa viande ou tuer quelqu'un. En gros, il avait une réponse de comptoir ridicule. Alors, je viens de lui exposer la question d'un système technicien de l'arraisonnement du Marius, réel. Et donc, la Petite Poussette, c'est stupide parce que les enfants, aujourd'hui, on a des études qui montrent ce que font les gosses sur les écrans. C'est un effondrement total. On Et va donc, passer tout de suite. J'ai au des jeu. chiffres là-dessus, On mesdames, passe à messieurs. Je sais Julien. pas une opinion. Marius, je t'appréciais beaucoup, et puis là, tout d'un coup, ça s'est effondré. Tu bitches sur Michel Serres. Michel ça va Serres plus du s'est tout. effondré dans Allez, sa réponse. Julien. Je vais être extrêmement plus court que Marius. Ah bah c'est une bonne Ah, nouvelle. ça, c'est la bonne nouvelle du soir. Pour pouvoir rattraper le temps. Mais non, en fait, il y a deux façons d'envisager les choses selon moi. Il y a la méthode chinoise, qui veut dire effectivement un temps d'exposition illimité aux écrans et avec toutes les... tous les problèmes algorithmiques qu'on peut y trouver, les questions d'addiction, la question aussi de la perversion des esprits, du fait de la qualité extrêmement médiocre des contenus qu'on peut y trouver, c'est un problème. Et dans ce cas-là, je limite le temps d'écran de façon réglementaire et de la façon la plus abrupte qui soit. Voilà, la Chine, qui est un des plus grands marchés du jeu vidéo, notamment du jeu vidéo mobile, dit quand vous êtes mineur, c'est 2 heures de jeu maximum par personne par jour. Point final. Et il n'y a pas à discuter. Ça, c'est la version peut-être un peu plus autoritaire et donc peut-être un peu plus pessimiste. Mais moi, ce que j'ai retenu quand même de votre discussion, c'est que à partir du moment où il y a encore, que ça passe par de l'intelligence artificielle ou par des services numériques, tout ce qu'il y a de plus classique, des applications qui sont là pour susciter des rencontres entre des hommes et des femmes, entre des hommes et des hommes ou des femmes et des femmes selon les orientations sexuelles de chacun, en vérité, ça démontre qu'une seule chose. C'est que la technologie se met au service d'un besoin humain. On a besoin de se rencontrer. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, en fait. Tu vois, et s'il y a besoin de se faire aider par la technologie pour pallier certaines déficiences individuelles ou le fait qu'on est peut-être des individus un peu moins sociabilisés qu'on ne l'était dans un monde où la technologie était moins répandue, qu'à cela ne tienne. Mais le fond du besoin, ça reste quand même de se rencontrer, et je pense que c'est quand même la bonne nouvelle, quoi. Ça restera la question de la l'œuf question. ou de la poule. Est-ce qu'on se rencontre moins parce qu'on est plus sur nos écrans, ou est-ce que nos écrans nous permettent de mieux nous rencontrer? On va passer à une surprise, les petits amis. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Alors c'est un cadeau de Noël avant l'heure que nous font nos chroniqueuses et nos chroniqueurs. Donc je vais vous demander d'applaudir et d'accueillir chaleureusement les chroniqueurs qui sont là. À commencer par Louis de Diesbach, justement, on parlait de lui à l'instant. Salut Louis, nous avons Fabienne Billat et Sandrine Charpentier. Soyez les bienvenus. Nous avons, puisque nos chroniqueurs et nos chroniqueuses ne font pas que Trench Tech dans la vie, ils circulent pas mal en France et dans le monde aussi. Donc on a Emmanuel Goffi qui est quelque part dans le monde parce qu'il fait des conférences partout. Laurent Guérin qui est dans le sud de la France actuellement. Et Gérald Lubovic, c'est pareil, on le voit sur tous les plateaux en ce moment. Ils sont pas là, mais ils nous ont laissé, pour au moins 2 d'entre eux, une petite voix. Allez Louis, c'est toi qui prends la main. Alors comme vous le savez, ce Trench Tech All Star, c'est aussi l'occasion de mettre en avant nos chroniqueuses et nos chroniqueurs. Aujourd'hui, on voulait profiter de l'occasion pour revenir sur une question toute simple. Qu'est-ce qui vous fait kiffer
dans l'écriture des chroniques. Pourquoi est-ce que vous avez rejoint ce collectif, la Trench Tech ? Moi, ce qui me concerne, c'est justement l'idée de rejoindre le collectif et de travailler avec des personnes qui sont portées par les mêmes idéaux que moi. Alors, pas toujours tous les mêmes idéaux, mais en tout cas certains des mêmes idéaux. Et je sais pas, vous avez peut-être déjà eu un peu ce sentiment. Moi, parfois, quand je parle de tech en public, à des dîners, etc., je passionne pas toujours tout le monde. Parfois même, j'ennuie certaines personnes, et donc je suis ravi de pouvoir aussi partager avec un collectif, avec des gens qui ont envie de parler de tout ça. Et ce que j'aime bien aussi, c'est cette ambition qu'on a de faire bouger les lignes, de se retrouver en vrai. Alors certes, c'est à notre échelle, on n'est pas juste spectateur, on a décidé de prendre nos responsabilités, mais j'aime bien l'idée qu'on a envie de faire un peu bouger les choses. Alors pour ma part, au niveau de mon engagement auprès de vous, enfin c'est quand même aussi une histoire d'amitié pas mal, et je fais beaucoup de veille sur les réseaux sociaux, et il y a énormément d'informations sur la tech, sur ses impacts, etc. Enfin on a vraiment une recrudescence incroyable de tous ces sujets, et c'est très difficile de prendre le large et de sortir des positions qui sont très manichéennes aussi. Hein. Vous avez remarqué, il faut trancher, il faut être pour, contre, mais la nuance est un petit peu difficile. Et avec ce podcast, on s'interroge. Alors, vous interrogez des experts aussi, c'est pas mal, c'est chaud. Mais nous aussi, on s'interroge. C'est-à-dire que, alors, vous aussi, j'espère que vous interrogez, je pense à Fabrice, à Loïc, à Jérôme qui vont arriver. Et nous aussi, on s'interroge. C'est-à-dire qu'on peut commencer à faire un constat, par exemple, pour la gig économie. Je me suis lancée sur le sujet de la gig économie en me disant, bon, ce sont des petites mains, vous savez, c'est un petit peu ingrat, ce sont des petites mains qui font du clic toute la journée pour faire fonctionner le web. Mais on s'insurge, c'est ingrat, c'est effectivement assez abominable et pas du tout valorisant comme job. Et finalement, je me suis dit, mais ça va au-delà du job du petit clic. C'est vraiment notre responsabilité de citoyen sur la prise de position qu'on a par rapport au droit du travail, par rapport au droit du travail dans le numérique. Et je pense que parfois on touche un petit sujet comme ça, un constat, et finalement on va au-delà sur des sujets encore plus sociétaux et encore plus vastes. Tu es d'accord avec moi ? Je suis assez d'accord. Moi, il y a énormément de sujets aussi, rien qu'en 2024, qui me passionnent. Ce que je dis souvent, c'est que ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce que notre utilisation de la technologie vient dire de notre rapport à nous-mêmes et au monde. Et si tu regardes en 2024, il y a eu pas mal de choses. Les prix Nobel, qui sont pas forcément des physiciens, mais qui gagnent des prix Nobel en physique, parce que ce sont des génies de l'informatique. Qu'est-ce que ça dit ? Quand Peter Thiel, qui propose après les JO de lancer des Jeux translympiques, donc en fait c'est des jeux transhumanistes basés sur les Jeux olympiques, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles antidopage, il n'y a aucune limite. L'objectif, c'est de pousser l'être humain à ses limites ultimes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça dit, nous, en tant qu'être humain ? Ça veut dire quoi, être humain à l'ère des cyborgs, des machines, des êtres humains augmentés ou diminués ? Je vous laisse là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire aussi que faire société lorsqu'il y a justement toutes ces questions sur la performance, etc. Moi, c'est des questions qui me passionnent. Alors, un dîner mondain, comme je disais, je suis pas sûr que je puisse vraiment tenir mon auditoire en éveil, mais en revanche, sur une chronique, je pense que ça passe pas si mal. Alors justement, je me permets de vous interrompre parce qu'on a un message de Gérald Olubovic de On refait la tech, qui est le spécialiste des médias synthétiques et notamment des deepfakes. Et bien précisément, si ce podcast a une raison d'être, c'est de cultiver ce petit truc humain que l'IA n'a pas encore. Enfin, pas tout à fait, parce que si on en croit les rumeurs de couloir, après qu'ils aient entendu la dernière chronique dont refait la tech avec Cyril, les ingénieuses de Google seraient en train de cloner les voix de Mick, Cyril et Thibaut pour insuffler leur énergie débordante à Notebook LM, dont la fonctionnalité podcast en fait rêver beaucoup. Moi je dis, la VF de ce service va casser la baraque. Ouais, enfin si on commence à tous nous cloner, hein, parce que dans la dernière chronique de Gérald, il avait piqué ma voix, on risque de bien s'égarer. Alors tiens, justement, en parlant de Moment d'égarement, Laurent Guérin du Moment d'égarement, que vous connaissez peut-être, c'est notre chronique un peu humoristique, n'est pas là, mais lui aussi nous a laissé un petit message. Il fallait arriver à rire de la tech. Rire d'une évolution effrayante dans un monde qui ne l'est pas moins. Trouver l'inspiration dans un format libre, au milieu de discussions sérieuses et éthiques, animées et philosophiques. C'est la légèreté qui m'a amené ici. Et la liberté du trait d'esprit. J'ai toujours écrit. J'aime choisir un thème et chercher les informations pertinentes, puis partir en digression, descendre la pente et laisser faire l'esprit colimaçon. Un exercice de style en quelque sorte, plus proche de la chanson, du slam, du rap que de la dissertation. Moi, ce qui m'a le plus marqué en 2024, c'est la manipulation. Manipulation des masses, manipulation par les dirigeants politiques, par les médias, par les giga-entreprises. Je l'avais jamais ressentie autant prédominante. Alors je désamorce cette grenade avec l'humour. Si tout est orienté et calculé, mon acte de résistance est l'écriture. Si tout est balisé, je vivrai en dehors du cadre. S'il faut suivre des idiots, alors j'irai m'égarer. Merci Laurent.
Et je crois que c'est à Sandrine de nous dire ce que tu es venu chercher chez nous, chez Trench Tech, et pourquoi tu écris pour nous. J'ai voulu donner la voix et mettre en lumière des femmes dans la tech, puisque effectivement, on a besoin aussi de diversité pour créer les solutions de demain. Donc voilà, c'est aussi ma petite contribution. Et tu as joliment parlé tout à l'heure d'Alia Galoussi qui a créé Aliatech. Et effectivement, qui montre qu'on peut faire des solutions qui apportent vraiment du progrès avec l'IA. Et effectivement, il y a plein d'actualités en 2024. Donc, il y a tellement de flots d'informations que effectivement, c'est dur de suivre tout ça. Mais je vous invite à écouter les chroniques de la saison 3 de Trench Tech pour suivre l'actualité et garder toujours un esprit vif et critique. Et moi, ce qui m'a particulièrement marqué et ému en 2024, c'est finalement tout ce que l'IA peut apporter aussi en termes de poésie et d'émotion. C'est important aussi de montrer que les humains, avec l'IA, créent aussi des choses positives et mettent de la poésie dans nos vies. Et en fait, moi, j'ai adoré cette actu qui relayait le fait qu'une IA permet de décrypter le langage des baleines. Le langage des baleines pour pouvoir aussi se rendre compte que les baleines ont un langage qui est assez proche du nôtre et que finalement on va pouvoir communiquer et les comprendre. Donc ça c'est beau, enfin, je trouve que c'est poétique aussi. Et finalement ça illustre le fait qu'on peut aussi mieux communiquer entre humains mais aussi avec la nature. Et à quand d'ailleurs une chronique IA et nature augmentée, puisque finalement l'homme est si quelqu'un veut se lancer dans la nature. Voilà. Et le but c'est de communiquer davantage avec les éléments, avec les animaux, avec les humains et avec tout ce qui fait notre écosystème. Exactement, c'est une bonne conclusion et surtout un bon appel à candidature. Je croise du regard quelques personnes. Les postes sont ouverts, tout le monde peut devenir chroniqueur. Je le rappelle, Trench Tech c'est un collectif. Et derrière, il n'y a pas que des chroniqueurs et des chroniqueuses qui nous ont rejoints. Il y a aussi un webmaster, il y a un monteur, il y a un community manager. Bref, c'est un podcast 100% indépendant et 100% bénévole. On le répétera jamais assez. Et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et en tout cas, on applaudit, on remercie nos chroniqueurs, à commencer par ceux qui n'étaient pas là. Emmanuel Goffi et sa philotech. Géraldo Lubovic, on refait la tech. Laurent Guérin, un moment d'égarement. Sandrine Charpentier, elles font la tech. Virginie Martins de Nobrega, débat en technocratie. Fabienne Bia, le patch tech. Et Louis de Diesbach. Je pensais que tu m'avais oublié. La tech entre les lignes. Voilà, merci à tous. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. On peut aussi saluer dans le collectif, on a eu nos chroniqueurs ici, mais n'oublions pas Thierry Pires, que vous pouvez applaudir, qui est là-bas, le webmaster, qui nous fait notre site web. Je pense aussi à Cyril Lacache, qui n'est pas là, mais qui nous fait des magnifiques posts low-tech. C'est du deepfake très low-tech. Sur LinkedIn. Bien sûr, Grégoire de la Cotardière, qui est caché dans la régie, mais qui nous fait depuis quelques épisodes tous les montages audio, vidéo. Et c'est d'une grande aide. Alors, on fera une petite photo de famille après avec tout le monde. Bien sûr. On va revenir maintenant à notre débat. Et on va prendre un peu de hauteur, on va aller au niveau macro. Et je vous propose qu'on se concentre avant tout sur des enjeux qui sont brûlants au niveau macro, qui sont les enjeux démocratiques. On parle beaucoup des deepfakes, on parle beaucoup de manipulation des élections. Les enjeux sont à risque. En même temps, il y a des choses très positives qui peuvent arriver aussi pour donner la parole plus largement aux populations, par exemple. Alors on va essayer de faire le tri dans tous ces enjeux démocratiques. Marius, je suis sûr que tu seras ravi de démarrer. Qu'en penses-tu sur ces enjeux démocratiques et qu'est-ce que selon toi il faut retenir en termes de risques ou porter notre attention finalement? Je suis effaré du fait que l'affaire Cambridge Analytica n'a pas changé grand-chose. Personne n'est parti en prison. Et d'ailleurs, rappelons juste Cambridge Analytica, c'était la manipulation des votes, notamment la première élection de Trump, notamment le Brexit, par la data et par des publications à haute intensité très personnalisées sur Facebook. En absorbant les données de Facebook, on a pu, l'équipe de Trump a produit 5 millions de publicités différenciées quand Clinton en faisait 50 000 différentes. Ouais. Et ça a permis de baisser le vote des personnes noires dans les swing states de 7%. Donc étude à l'appui, en poussant les gens à ne pas les voter. Quand la machine vous connaît mieux que vous-même, elle vous donne les bons arguments. Ouais, mais est-ce que ça, c'était pas une faille? Est-ce que c'était pas une faille de la technologie de l'ordre du bug?
notamment là, c'est ce que Cambridge Analytica non, mais je veux dire, est-ce que c'est fondamentalement la tech qui est mauvaise ou c'est là effectivement une faille qui avait été laissée par un acteur qui est pas très bon, Meta, on est bien d'accord. Est-ce que pour autant il faut jeter le bébé avec l'eau du bain sur l'exemple de Cambridge Analytica? Il peut avoir fait une faille, mais Cambridge Analytica, son objet, c'était véritablement ça. On est d'accord. En gros, bien sûr qu'il y a des personnes derrière, mais ce que je veux vous montrer, c'est que la puissance technicienne qui n'est pas arrêtée par le politique ni par la morale fait que ça permet ça. Donc on a modifié les élections à ce niveau-là. Prenez le cas du Brexit. Donc je prenais Steve Bannon, il est derrière Cambridge Analytica, le conseiller sulfureux de Donald Trump, etc. Ces gens-là, le plus beau, c'est qu'ils ne se cachent pas. Ils disent tout est sur la place publique. Ils racontent tout sur des blogs, sur Internet. Christopher Wiley, c'est un des deux jeunes qui était en Cambridge Analytica, il a écrit un bouquin, il raconte tous les détails. Et c'est une expression que j'adore. J'ai construit l'outil de guerre psychologique pour Steve Bannon. Le directeur de campagne du Brexit, il disait, mais jamais j'aurais gagné sans ça. Une étude d'Oxford avait montré que 30% des publications sur les réseaux sociaux le dernier jour, c'était dû à des bots. Enfin, c'est assez extraordinaire. On a manipulé les élections avec ça, mais quand une fois que le vote est passé, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc en termes d'élections, c'est assez inquiétant. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que pour être en démocratie, il faut les citoyens. Et je ne crois pas actuellement qu'on constitue des citoyens. Parce qu'à 18 ans, 0, ça y est, comme la colombe qui vous tombe dessus, c'est un citoyen. C'est plus compliqué que ça. Ça demande un minimum d'éducation civique. Et moi, je suis très inquiet de ce qui se passe au sein de l'éducation nationale pour nous constituer comme des citoyens. Il suffit de regarder les... C'est pas la faute de la tech, ça, quand même. J'y reviens. C'est que l'effondrement de la lecture, être accro aux écrans, donc le monde de la tech qui permet ça, qui pousse à cela, c'est immédiatement lié. Quand on passait des heures, mais là aussi, on va nous dire les écrans, ça dépend de l'usage. Affirmatif. Sauf qu'on a assez d'études pour voir les effets des usages. Enfin, ce que font les jeunes avec, et surtout dans les classes populaires. Moi, on a un épisode qui sort très prochainement sur le sujet, précisément sur les écrans à l'école et l'introduction des écrans à l'école. L'enfer n'est pas eu de bonnes intentions, manifestement. Il n'y a pas que des réussites. Non, mais là, ce qui est terrible, c'est qu'on a des milliers d'études académiques pour montrer qu'apprendre avec des écrans... Enfin, il faut apprendre l'informatique, bien sûr. Il ne faut pas apprendre le français, les maths et autres avec les écrans. On a des études qui montrent que c'est pas bon. On a des pays entiers qui l'ont fait. Prenez le cas de la Suède. Ils se sont rendus compte que le niveau des gamins s'est effondré. La première ministre, elle s'est excusée. Elle a dit, je cite, on a fait de l'expérimentation sur les gamins. Et on continue. Donc écologiquement, c'est une connerie. Économiquement, c'est une connerie. Et en plus, elle détruit la capacité de nos gamins. Alors là, pour tout vous avouer, j'ai contacté l'Institut Rosé en Suisse. Vous savez, c'est là où l'élite mondiale envoie leurs gosses. Je n'ai pas encore eu de réponse la semaine dernière. Ça coûte 100 000 € l'année, je crois. Je suis très curieux de savoir ce qu'eux font. Parce qu'il y a beaucoup de déclarations des héros de la Silicon Valley où ils disent, noir sur blanc, nous les gamins, on contrôle sur les écrans. Et c'est normal. Parce que c'est fait pour rendre addict. Et être accro, c'est jamais très bon. Et donc non, c'est terrible. Sur la manipulation des élections, on évoquait... Peut-être je vois Fatih qui bout depuis tout à l'heure. Je crois qu'il y a les réponses dans la manière dont tu t'exprimes. Déjà, j'ai beaucoup entendu des héros, des milliardaires, des politiques. C'est pas l'IA, ça. Il faut faire attention à pas tout mélanger. Il y a l'intelligence artificielle, il y a la technologie, et puis il y a des personnes qui sont derrière. Il y a une manière de voir l'économie, une manière de voir... il y a des idéologies derrière. Moi, quand j'ai écrit mon livre, à la fin de mon livre, je dis ce qui m'a marqué. À la fin de mon livre, ce qui m'a marqué, c'est le nombre de fois où j'ai écrit le mot économie, alors que j'écrivais un livre sur plutôt la technologie et l'humanisme, économie de l'attention, économie de la personnalisation, économie des plateformes. Donc il faut faire attention, c'est tout ce qui sous-tend l'usage qu'on fait de la technologie. Ce dont tu parles, c'est de la manipulation, c'est des politiciens, c'est le pouvoir financier, c'est tout ce qu'il y a derrière qui donne ce que tu dis. Par contre, et là, par contre, je vais un peu modérer ce que je dis. Donc là, tu parles plutôt de comme l'usage que les hommes font de la technologie. Mais c'est vrai qu'en termes de démocratie, il y a un vrai défi avec la technologie. Pourquoi ? Parce que la démocratie, finalement, c'est de la confiance et un consentement éclairé. Sur la confiance, il y a une vraie crise de confiance. On a une vraie crise de confiance vis-à-vis de la technologie. Et c'est normal, mais je pense qu'on est quand même au début. Je pense qu'on est déjà au début d'une bascule, puisqu'il y a déjà de la réglementation, des efforts de régulation, qui sont plutôt du côté européen, certes, mais qui vont probablement montrer la voie. Et d'autres efforts de régulation se font dans d'autres parties du monde. Je voulais qu'on entende Julien là-dessus juste après. Et juste sur la partie consentement éclairé, on ne va pas se mentir, je peux être extrêmement optimiste, mais comme je vous le disais tout à l'heure, la frontière de mon optimisme, c'est les deepfakes et la capacité à créer des contenus qui vont avoir une capacité à manipuler les masses. C'est vrai que c'est très inquiétant, il faut faire très attention à ça, mais il faut quand même bien distinguer les choses. On ne peut pas mettre tout, l'IA ne peut pas être un bouc émissaire. Le monde va mal sur certains plans, et ce n'est pas seulement la faute de l'intelligence artificielle. Dis autrement, juste pour Julien, c'est à toi, mais ça veut dire que tu nous dis que tu es plutôt, disons, du côté de la techno n'est pas mauvaise en soi, c'est l'usage,
Mais sur les deepfakes, le fait même de mettre sur le marché ou d'autoriser de mettre sur le marché des technos qui permettent de faire des deepfakes, c'est pas que l'usage, tu en conviens. Tout à fait, mais il suffit de réguler. On a régulé tous les secteurs, le secteur automobile, le secteur de la télécommunication. Donc il faut réguler, ça c'est clair. Alors justement, j'aimerais bien, moi, l'éclairage de Julien, cette régulation, l'Europe effectivement se présente comme un phare mondial sur ces sujets de régulation de l'IA en particulier. Est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que ces régulations vont permettre de lutter contre tous les risques qu'on a pour la démocratie? Alors déjà, je suis content d'avoir entendu Fatih parce que je suis complètement en ligne avec ce qu'elle vient de dire. Derrière les exemples qu'a cité Marius, il y a surtout des défaillances ou des mauvaises intentions humaines derrière la technologie. Et effectivement, les responsabilités sont à chercher du côté des hommes ou des personnes physiques morales, s'il s'agit d'entreprises. Voilà, pour bien établir... c'est flagrant, par exemple. Très clairement. Une fois qu'on a dit ça, il y a la question de la démocratie. Et effectivement, pour faire une démocratie, pour la faire vivre, il faut au moins 2 ingrédients. Il faut d'abord des citoyens éclairés. Et effectivement, lorsque l'on regarde ce qu'on est capable de produire comme contenu et ce qui est diffusé, ce qui est consommé sur les réseaux sociaux en très grande quantité, on peut s'inquiéter sur la capacité finalement d'avoir des citoyens qui soient capables d'avoir une bonne information et en capacité d'exercer encore un libre arbitre. Donc ça, c'est clair que c'est quelque chose qui nécessite une régulation. Ça va me permettre de répondre à la question. Puisque la deuxième chose qu'il faut pour faire vivre une démocratie, c'est une autorité publique dans laquelle on a confiance et qui est capable d'imposer les règles qu'elle fait voter par ailleurs. Et donc, effectivement, on se réjouit depuis quelques années qu'avec beaucoup de retard, on met en place des réglementations assez restrictives pour pouvoir encadrer des affaires numériques. Que ce soit au niveau des pratiques de marché, ça c'est plutôt le Digital Market Act en Europe, ou soit au niveau des comportements des entreprises sur ce qu'elles laissent passer, ce qu'elles laissent véhiculer lorsqu'elles sont hébergeurs de contenu ou médias dans la sphère numérique. Et ça, c'est plutôt le Digital Services Act. Donc c'est super, c'est fantastique. On a des outils réglementaires qui, normalement, sont là pour pouvoir moraliser et est-ce qu'ils vont être introduire des suffisants vu les risques qu'est-ce qu'ils portent sur la démocratie avec l'IA en particulier, selon toi? Il se trouve que, pour l'instant, on n'a pas fait la démonstration, au-delà de nos bonnes intentions, qu'on sera capable de pouvoir appliquer avec un degré de sévérité suffisant ces outils pour pouvoir discipliner en fait ces entreprises-là. Il y a quelques jours, il y a un collectif qui regroupe 7 familles qui portent plainte en France au tribunal judiciaire contre TikTok pour les problématiques qu'une surexposition à des contenus de TikTok peuvent poser. Et quand je dis problématique, c'est pour ne pas dire drame, parce que ça peut aller jusqu'au suicide en fait. Tellement les contenus non modérés, lorsqu'ils sont mis entre des mains d'adolescents ou de personnes, d'ailleurs ça peut être des adultes, extrêmement fragiles, peuvent conduire à des drames. Donc ça, normalement, c'est quelque chose qui est encadré par le DSA. La régulation est bonne, il va falloir apprendre à l'appliquer. Déjà, l'appliquer de façon suffisamment certaine et dissuasive pour réellement contraindre les acteurs du numérique. Oui. Et quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis il y a 2 jours de ça, on peut s'inquiéter de la prise de pouvoir ou la prise de contrôle de la tech qui aujourd'hui a quand même une école de pensée libertarienne qui est très largement dominante sur les démocraties. Et là, il y a vraiment danger. Parce que les libertariens, ils ne veulent pas la démocratie en vérité. Hein. Pour ceux qui nous écoutent, il y a 2 jours, c'était les élections américaines. Ah oui, parce que l'élection de Trump. Juste, et promis, je te laisse la parole. Juste, la régulation, elle est nécessaire, mais pas suffisante. Ce qui manque, mais je sais que c'est utopique, mais c'est ça, c'est la gouvernance. C'est la gouvernance mondiale. Ah oui. C'est-à-dire qu'on peut avoir des efforts de coopération régionaux, continentaux, tout ce qu'on veut, mais tant qu'on ne se mettra pas d'accord et qu'il y aura toujours une partie du monde qui utilise aussi ces méga plateformes pour faire de la domination culturelle ou économique, de toute façon, la régulation européenne ne suffira pas. C'est plus que ça, c'est une question au-delà de la Russie et les opérations de déstabilisation, par exemple. Oui, il y a des questions d'ingérence, mais derrière ça, en fait, il y a un mot qui doit revenir et qu'il faut marteler, c'est la question de la souveraineté. On ne peut pas avoir de démocratie non souveraine, en fait. On délègue notre souveraineté à des acteurs du numérique. Et on peut faire tous les discours politiques que l'on veut en disant regardez, c'est super, on rachète ASN de façon à pouvoir construire l'indépendance stratégique de la France, sa souveraineté numérique. ASN, c'est une entreprise qui fait des câbles sous-marins pour pouvoir faire transiter les flux d'informations. C'est fantastique. Mais si dans le même temps, lorsque vous cherchez un prestataire pour pouvoir gérer les données de santé des Français, vous confiez ça à Microsoft, et lorsque vous cherchez un prestataire pour gérer les composants qui sont nécessaires
à la maintenance des centrales nucléaires françaises, vous confiez ça à Amazon, je suis désolé, mais en vérité, vous déléguez votre souveraineté à des entreprises qui ne payent pas pavillon français et qui en vérité se foutent comme de l'an 40 de la démocratie. Donc là, on est pile dans le sujet des équilibres et des déséquilibres, parce que ce que l'on entend, c'est que déjà depuis au moins le cloud, il y a une forme de délégation de ces services-là à des grandes entités américaines. Ça pose la question que certains posent en ces termes, big state versus big tech. Donc concrètement, tour de table rapide, est-ce que l'IA, qui est sans le cloud n'est pas grand-chose, nous amène à un déséquilibre encore plus majeur, ou est-ce qu'il faut modérer ce propos ? C'est le fait que capitalisme d'État ou capitalisme entre quelques mains privées, c'est la même chose. Si vous lisez Jacques Ellul, grand auteur qui traverse le XXe siècle, critique de la technique, il montre bien que si Marx était là dans les années 30, il aurait vu que le facteur le plus puissant, c'est plus l'économie, c'est la technique désormais. En fait, tous les régimes politiques communient à la puissance technicienne. J'adore citer cet exemple. Le terme ressources humaines vient du capitalisme, du productivisme capitaliste. Le terme matériaux humains vient du productivisme nazi. Par contre, j'ai pas encore cherché au sein du productivisme communiste le terme. Mais on voit qu'en fait, c'est une communion. C'est un rapport technicien d'exploitation. Donc que ce soit, c'est ça que c'était la tribune de Ellul en 81, rien d'important pour l'élection de Mitterrand, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Donc notre arraisonnement du monde, l'optimisation, la technique de partout, ça change strictement rien. Donc en fait, derrière l'idéologie, la logique technicienne passe au travers des corps. Et ça ne fait qu'augmenter la production. Et on a toujours un même rapport au monde. Et j'apprends, je l'avais vu passer, mais qu'on allait faire chier les baleines, parce qu'on a un système technique qui permet de le faire. Et c'est la fameuse loi de la Gabor. Tout ce qui peut être fait, techniquement, sera fait. Et c'est effrayant. Et puisque tu citais Marx, on peut aussi parler de Anna Lombert qu'on a reçue, qui elle s'inspire beaucoup de Bernard Stiegler et qui parle de prolétarisation aussi des savoirs et des connaissances humaines à travers la technique. Je voulais juste dire que l'IA est un amplificateur de déséquilibre. Aujourd'hui, quand on regarde en fait les jeux de pouvoir, comment l'ordre mondial est structuré aujourd'hui, vous verrez que l'IA c'est un peu c'est en plus, mais aujourd'hui c'est bien des luttes de pouvoir qui sont basées sur des sujets économiques, politiques, démographiques. Il y a aussi la démographie, la mondialisation. Enfin, il y a plein de choses ces dernières décennies qui ont structuré le nouvel ordre mondial. Et je ne crois pas que ce nouvel ordre mondial est structuré comme on le voit aujourd'hui par l'intelligence artificielle ou par le numérique. Je n'y crois pas du tout. Pour autant, et vous avez tous les trois parlé de confiance. Et c'est probablement ce qui préside au vivre ensemble, et donc au sens presque politique, au sens premier du terme. Vous avez mentionné que la confiance s'érode, et on le sait tous, toutes les études le prouvent, dans à peu près toutes les institutions. Et puis on n'a pas attendu l'IA pour ça. En revanche, placer sa confiance dans les institutions pour mettre un cadre, pour réguler, pour réglementer, c'est une chose. Mais in fine, Fatih nous le disait tout à l'heure très bien, ça dépend aussi vachement de ce que chacun a derrière la tête dans son usage de tel ou tel autre outil. Et comment, là, on assure la confiance envers son prochain, envers autrui. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Demander des solutions, c'est pas moi qu'il faut les demander, mais je vais quand même me lancer sur un point, c'est que, vous savez, je pensais, au départ, je voulais écrire un livre sur la postmodernité, donc l'effondrement des grands récits religieux, puis les religions séculières, comme disait Raymond Aron, qui étaient le communisme et le nazisme, et tant mieux d'ailleurs que ce soit cassé la gueule, mais je vous rappelle quand même que la Chine sont communistes. Bon. L'effondrement des grands récits fait qu'il n'y a plus le récit fait le collectif. Et je me suis dit, mais le monde postmoderne, où il n'y a plus de récits, il n'y a plus que des individus, il est donc assez apte à être déraciné, détruit par l'IA. Et je rencontre Yves-Marie, qui était en Cambodge avant que le pays s'ouvre, et donc société traditionnelle, dans les rues, les gens discutaient, il y avait quasiment pas de téléphone, rien du tout. Le pays s'ouvre en 2-2, tout le monde a un smartphone entre les mains, et tout d'un coup, tout a été dévasté. Les relations communautaires et autres. Pourquoi ? Parce que ma grille de lecture n'était pas bonne. Ces dispositifs-là attaquent nos cerveaux. Ils sont faits pour ça. Donc en fait, on se fout de la culture. C'est fait pour hacker, pour pirater nos esprits. Donc on en est à ce niveau-là. Donc la question de la confiance, désormais, moi je ne parle pas d'individu, je reviens à Deleuze. On est des individuels. L'individu est constamment éclaté. D'ailleurs, on n'a plus de discours structuré pour expliquer le monde, du marxisme, du nazisme, du libéralisme ou autre. On est là sur des émotions de l'instant, à un j'aime sur une image. Et donc, il faudrait, si on veut construire du collectif et de la rencontre, déjà, il faudrait que les individus soient reconstitués. Et aujourd'hui, face au mal-être des personnes, l'impossibilité de la rencontre,
qui ne se fait maintenant plus que par des écrans, ça veut dire que notre sociabilité est constituée par quoi? Par les acteurs de la vallée du silicium. Là, pour le moment, c'est le chrono qui est en train d'être éclaté. Un dernier mot de Fatih et de Julien sur ce point-là. Julien, tu voulais réagir? Non, je vais peut-être essayer de répondre à la question que tu as posée. Cours d'économie de première année, l'économie, c'est de la confiance. Donc si j'accepte que Marius m'achète ce micro 10 €, c'est tant est qu'il m'appartienne, il faut que je sache que derrière, ces 10 € ont de la valeur, je pourrai racheter quelque chose d'une valeur égale à 10 € parce qu'il y a un État qui finalement garantit la valeur légale de l'euro. Donc ça veut dire que derrière en fait la confiance, il y a une question des institutions et derrière les institutions en démocratie, on en vient à l'état de droit. Il faut un droit, il faut être capable de pouvoir le faire appliquer ce droit-là. Ce qui renvoie en fait à la responsabilité. Si je suis dans un système qui est dysfonctionnel, il faut que je puisse identifier les responsables et les punir pour appeler en réparation si tant est que j'arrive à identifier qui est responsable de quoi. Et on en revient à finalement l'exemple de TikTok de tout à l'heure, quoi. TikTok, quels sont les différents niveaux de responsabilité? Je suis désolé, mais en vérité, ce serait mentir que de dire que TikTok est responsable de tout. Non, TikTok est responsable de ce qu'il n'applique pas lorsque le droit lui commande de le faire. Et donc effectivement, le fait de ne pas modérer les contenus, le fait d'avoir des algorithmes qui peuvent aussi stimuler la consommation de contenus qui sont inappropriés vis-à-vis du profil psychologique qu'il a appris à connaître de certains individus qui utilisent son application de façon un peu trop intensive, effectivement engage sa responsabilité et doit appeler à une réparation. Et il en va de la crédibilité qu'on peut porter à l'état de droit. Mais l'État lui-même, il est responsable. Il est responsable de faire appliquer le droit qu'il fait voter par ailleurs. Et s'il est défaillant en la matière, en vérité, c'est la confiance envers l'État qui s'érode. Et puis, dernier niveau de responsabilité, on parle, dans le cas de TikTok, on parle de mineurs. Il y a quand même des parents qui ont le pouvoir d'achat, qui ont la carte bleue dans la poche, qui, à un moment donné, ont mis un téléphone portable connecté à Internet entre les mains de leur gamin, une boîte de Pandore entre les mains de leur gamin, et qui ont dit, écoute, mon enfant, éclate-toi et fais ce que tu veux, autant que tu veux sur les écrans. La responsabilité parentale, ça existe aussi, en fait. Tout déléguer à l'État parce qu'on ne veut plus être responsable de rien, parce qu'on est complètement infantilisé et qu'on considère que l'État-providence est en fait un État nounou, c'est pas la bonne solution non plus. Regardons-nous dans la glace quand on cherche des responsables aussi. Parce que la vérité que plus personne ne veut entendre, mais c'est que l'information, et pas forcément que la désinformation, elle est disponible sur étagère. Les dégâts que peut provoquer la surconsommation d'écrans, et notamment d'écrans qui sont connectés à des applications au fort pouvoir addictif comme TikTok, elle est disponible sur Internet. Elle est disponible pour tous les parents qui se donnent la peine d'aller chercher cette information. Je suis navré, mais un gamin de 13 ans n'a pas à passer 8 heures de rang chaque jour que Dieu fait sur un écran pour regarder des débités sur TikTok. Et quand il se passe des drames derrière, effectivement, il faut chercher les différents niveaux de responsabilité, mais il ne faut pas s'exonérer de notre propre responsabilité d'utilisateur. C'est important de rappeler cette responsabilité différenciée. Merci Julien, je t'ai senti un petit peu chaud là. Un petit peu fâché. Moi, je suis complètement... Un petit peu vénère. Voilà. Aidez-le à redescendre en température. Je vois que l'heure tourne, Fatih, je suis vraiment désolé. Ou alors en moins d'une minute. Non, c'est juste pour dire que je suis complètement d'accord. Quand on fait responsabilité individuelle plus régulation, il n'y a vraiment pas de raison que l'intelligence artificielle nous rende pessimistes. Fatih, Marius, Julien, un grand merci pour ce débat qui a été animé, qui a été chaud, qui a été un peu frustrant parce que ça passe très vite. Ça passe trop vite. Mais évidemment. Merci à vous pour ces voix et pour les réflexions que vous avez partagées avec nous. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Avant de se quitter, juste, je le rappelle, on est un podcast 100% indépendant, 100% bénévole. Notre seule rétribution, c'est le love que vous nous envoyez par vos likes. Allez, c'est parti pour la conclusion. J'ai une mauvaise et une bonne nouvelle, les amis. Ouais, alors je vais commencer par la mauvaise. Oui, le French Tech All Star, ça y est, c'est déjà fini. Ouais. Merci à Cap Digital de nous avoir accueillis. Oui, je sais, vous êtes tous déçus d'aller boire un coup juste après. Merci à Cap Digital. C'est ça la bonne nouvelle ? De nous avoir accueillis. Je rappelle à cette occasion que Cap Digital est aussi un collectif comme French Tech, dont la mission est de construire un futur qui nous ressemble. Et ça nous rassemble. Soutien à l'innovation, à l'accélération, à la transformation numérique et à la transition écologique. Et ça fait 17 ans que ça dure et nous, on les aime. Merci à nos invités, qu'on aime aussi, qui se sont prêtés à cet exercice vraiment ingrat, de devoir survoler ces sujets qui méritent beaucoup plus d'approfondissement et surtout en si peu de temps. Merci à notre collectif, chroniqueurs, chroniqueuses, webmasters, monteurs, j'en passe et des meilleurs. On mesure chaque
jour la chance qu'on a de vous avoir à nos côtés, vraiment. C'est que du love qu'on vous envoie. C'est que du love, les cœurs avec les doigts, tout ça. D'ailleurs, il ne tient qu'à vous de nous rejoindre, on vous l'a dit tout à l'heure. Et enfin, merci à vous, évidemment, cher public, le public qui s'est déplacé, vous qui êtes venus à notre rencontre sous cette magnifique verrière de Cap Digital, et vous qui nous écoutez derrière vos écouteurs, justement. Depuis 2 ans, vous êtes un nombre de plus en plus incroyable à nous faire confiance, à nous suivre, et le comble du bonheur pour nous, c'est de vous croiser, voilà, comme ce soir, quand on va en entreprise, quand on croise des fois des gens à la boulangerie, ouais, ça arrive aussi. Ah, mais c'est vous, Trench Tech. Ben, ça fait du bien, et parfois même, ça vous permet d'allier l'utile à l'agréable. En tout cas, on l'espère quand vous écoutez nos épisodes. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, de sujets, d'invités également. Tout ça, on essaiera de vous le restituer. En échange, on ne vous demande donc pas grand-chose, juste un peu de love. Postez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, partagez nos épisodes autour de vous et levez des pouces sur notre chaîne YouTube ou notre page LinkedIn. Cyril, oui. Tu parlais aussi d'une bonne nouvelle. Mais oui, la bonne nouvelle, c'est que pour vous qui êtes ici, on va boire un coup, et pour vous qui nous écoutez, tant pis pour vous, il fallait s'inscrire. Rendez-vous l'année prochaine, car comme le disait Donald Trump, non, oh là. non, pas lui. Elon Musk. Non, car comme le disait Albert Jacquard, communiquer, c'est mettre en commun. Et mettre en commun, c'est l'acte même qui nous constitue. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique.